Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Patrice Talon rassure d'un second quinquennat hautement social. Les réformes inscrites dans le PAG2 le démontrent clairement. Plusieurs projets sont notamment mentionnés dans ce document boussole de gouvernance pour le compte du volet social. Le fonctionnement de certaines pharmacies à Cotonou tranche avec les exigences déontologiques. Le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique a procédé à leur fermeture. Il est intervenu dans l'émission 5 sur 7 pour en donner des précisions. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin s'approprie les nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 et du Code général des impôts. Les membres de cette instance échangent sur la question à Cotonou. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez plutôt. Ouvrons par ces images de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé. Zomarou a visité ce jour les back-office de 3 e-services dans 2 structures, à savoir ceux du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et le service de délivrance de permis de construire de la mairie de Cotonou. À ses côtés, le ministre de la décentralisation ainsi qu'une forte délégation des différents acteurs sectoriels. Le but de cette visite est surtout de s'imprégner des conditions de travail des agents qui sont en charge de traiter les demandes de services publics en ligne. Vous aurez le reportage dans nos prochains journaux. On parle de ce lancement officiel du projet de renforcement du leadership féminin en politique dans les communes du Bénin ce mardi 25 janvier au Bénin Royal Hotel. Ce projet qui vise à renforcer le leadership des femmes à Cotonou, au Bénin, donc avec la présence de plusieurs acteurs politiques. Le reportage de Deodat Tossa, Igor Ayonso, présenté par Lenaï Kabwazao. Soucieuse du sort des femmes en politique, l'ambassade des Pays-Bas lance un projet destiné au renforcement du leadership féminin. L'événement est placé sous l'égide de la vice-présidente de la République. Comment comprendre la faible représentation du peuple par les femmes dans notre pays en particulier et en Afrique en général aujourd'hui? Comment comprendre qu'au Bénin, où les femmes jusqu'à ce jour continuent d'assumer ce rôle de vice-reine, de femmes détentrices du pouvoir politique traditionnel, les femmes, sur le plan modèle, soient absentes, sous-représentées au niveau de nos instances de prise de décision. Le projet de renforcement du leadership des femmes en politique a pour finalité d'appuyer les femmes béninoises dans l'arène politique. Au moins 1455 femmes, y compris les membres des partis politiques, seront directement impactées par les actions du projet. Les prochaines élections municipales seront en 2026. Donc on a 4 ans pour faire que ces prochaines élections municipales soient inclusives et appuyer les femmes qui voudraient y participer. Pour les bénéficiaires, ce projet vient à point nommé pour le leadership féminin au sein des partis politiques. Ça va nous permettre à nous les femmes de nous outiller. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues dans ce projet qui me plaisent beaucoup et j'attends que ça démarre et ce très vite. Il y a beaucoup de gaps dans l'implication des femmes dans les instances de prise de décision.
Donc notre espoir, c'est que d'ici 2026, que nous voyons beaucoup d'améliorations. Au Bénin, seulement 6% de femmes sont à l'Assemblée nationale, 4,29% dans les conseils communaux et 3,89% sont élus maires. Un reportage de Deodato Saigo Arioso présenté par Rodrigue Babagüeto. On s'intéresse à présent à cet exercice d'appropriation des nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 du Code général des impôts. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin s'est mis à la tâche. C'est à travers un séminaire organisé à Cotonou. Le président de l'Ordre nous édifie sur l'intérêt de cet exercice au micro de Marcel Arossi. On retiendra 4 principales choses. La nouvelle architecture du Code général des impôts qui offre une meilleure lisibilité. Les dispositions nouvelles qui offrent des allègements fiscaux. La troisième, et c'est là le plus important pour nous professionnels, c'est que notre rôle comme acteur majeur a été réaffirmé dans le Code général des impôts. Mais en même temps, ça nous met devant un certain nombre de défis. Celui, par exemple, de produire des informations financières de qualité. Et donc, c'est sur ce terrain qu'on attend les professionnels. Et pour atteindre cet objectif, donc, la publication, la confection d'informations financières de qualité, ça induit de nouveaux comportements à notre sein. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous avons fait comprendre aux nôtres que notre signature nous engage. Et il va falloir prendre conscience désormais que pour déposer une signature sur des états financiers, il faut faire de la diligence. Et parce qu'il faut faire les diligences, il faudrait que ce travail qui a été confié par l'État aux professionnels soit exercé par les professionnels. Nous avons constaté malheureusement que pendant des années, ce travail a été, comme l'a dit un confrère, arraché par d'autres personnes qui le font, mais qui ne livrent pas les informations fiables. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les états financiers que nous mettons à la disposition de l'administration fiscale révèlent la réalité des opérations effectuées par les entités. Eh bien, l'action sociale au cœur du programme d'action du gouvernement 2021-2026. 6 projets d'action sociale sont inscrits au programme d'action du gouvernement pour 2021-2026. Des actions sociales de proximité pour mieux impacter les populations. Ghislaine Adimi revient ici sur les grandes lignes des projets présentés par la ministre des Affaires sociales. Au cours de ce deuxième quinquennat, principalement comme réforme, nous allons avoir le repositionnement de l'Agence nationale de protection sociale au cœur même de l'action sociale de proximité de l'État. Au pilier 3 de son programme d'action pour 2021-2026, le gouvernement entend accroître durablement le bien-être social des populations. À cet effet, 6 projets principaux sont inscrits à titre de réforme des actions sociales. On note la mise en œuvre et le déploiement généralisé de 4 volets du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, l'accroissement des actions de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, la promotion de l'inclusion financière à travers le développement du programme Alafia. Alafia a fait ses preuves, nous avons eu le bilan d'un an, nous avons pu constater que la digitalisation du microcrédit est une victoire. Et donc, au cours du deuxième quinquennat, les microcrédits vont être augmentés. Nous avions 30 à 50 000 francs CFA. Nous passons à la barre de 100 000 francs CFA pour permettre aux femmes d'avoir encore plus accès à leurs besoins, en tout cas, de pouvoir répondre à leurs besoins en termes de financement pour les petites activités génératrices de revenus. Il est aussi prévu la rénovation et la modernisation des 85 centres de promotion sociale disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et pas seulement. Nous avons donc d'autres projets comme le projet SWED pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Autonomisation des femmes encore dans ce projet, mais également maintien des filles à l'école. Nous avons un dernier projet qui n'est pas ici, donc, qui est le projet de l'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables. Donc, contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes vulnérables. Un mandat hautement social,
C'est l'engagement du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour 2021-2026. 351 milliards de francs CFA sont alors prévus au budget pour mener à bien ces réformes sociales du PAG2. Voyons à présent ce phénomène décrié mais qui perdure dans certaines régions du Bénin, le mariage forcé, puis pratiqué sur les enfants non encore majeurs. Les dispositions prises par l'exécutif pour endiguer le phénomène et les efforts des ONG contrastent avec la réalité sur le terrain. Baudelaire Kanchede s'est intéressé au sujet. Suivez son magazine réalisé à cet effet. Le mariage des mineurs est un phénomène qui a la peau dure. Il continue malgré tout d'être pratiqué dans certains villages et hameaux du Bénin. Et pour cause, plusieurs avantages auxquels s'accrochent les parents qui détruisent la vie de leurs enfants dans l'ignorance. Abou Baka est un père de famille. Lui voulait donner sa fille de 14 ans en mariage. Mais grâce aux interventions des acteurs de lutte contre la violation des droits des enfants, le projet de mariage a été brisé. jakato won don kade kanko ko kitirtedo gorko bana sayni to Allah wadi jande makko hewti jaka to jande debbo hewtata hebi golle den jonka wadara gori ko moyidi habbanam kambe bobe di be jabi. Sur le terrain, des comités de veille sont installés pour une lutte implacable contre le phénomène. Nous avons démarré avec la mise en place des dynamiques communautaires et aussi scolaires qui sont coachés mensuellement par nos facilitateurs qui sont sur le terrain. Et ces dynamiques, ce sont des communautés de veille mises en place par le Centre de promotion sociale. Il y a aussi des points focaux qui travaillent également dans cette lutte-là et qui rendent compte régulièrement de leurs activités et qui permettent quand même de fournir des informations clés pour pouvoir déjouer un certain nombre de phénomènes. Nous avons positionné des gens dans chaque quartier, dans chaque localité pour pouvoir nous donner des informations de ces gens-là qui veulent conduire les enfants en mariage. Nous avons déjoué beaucoup, surtout au niveau des élèves. Ça n'a pas été facile parce que les parents veulent toujours donner les enfants en mariage. Tout maintenant, nous, on prend la chose à cœur, on va vers les parents qui sont les acteurs clés de ces mariages-là. Et nous les informons, nous informons l'imam si c'est du côté des musulmans et si c'est du côté de l'église, là c'est plus facile. Puis aussi, voir d'abord l'âge de l'enfant avant d'accepter faire ce mariage-là. Ils doivent voir le jugement de l'enfant d'abord. Malgré ces stratégies, le phénomène perdure. Mais les acteurs de lutte contre le mariage des enfants n'entendent pas baisser les bras. Ils invitent les parents à abandonner cette mauvaise pratique qui détruit l'avenir des enfants qui pourront être demain utiles à la nation. Et cet autre combat à mener contre les déchets ménagers dans nos grandes villes, la société SGDS-GN implique davantage les communes dans la gestion des déchets. Le document qui présente le processus multi-acteurs pour la gestion des déchets et la salubrité dans les villes du Bénin a été validé en présence des autorités communales. Fifamet Atadeji nous en dit davantage. Depuis sa création, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe, SGDS-GN, fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. À ce jour, des résultats concluants sont obtenus. Aujourd'hui, nos villes sont devenues de plus en plus propres. En 2021, nous avons installé
plus de 120 points d'apport volontaires dans toutes les 5 villes. Nous avons précollecté, collecté, transporté 407 000 tonnes de déchets, ce qui n'a jamais été fait dans notre pays. La SGDS-GN ne compte pas s'en arrêter là. Elle est toujours à la quête de meilleurs résultats. Dans une nouvelle approche, la société implique désormais les autorités communales. Le projet processus multiples acteurs pour la gestion des déchets et de la salubrité dans les villes du Bénin. Cette initiative fort louable qui vient à point nommé en vue d'améliorer de façon qualitative la salubrité publique des villes du Grand Nokoué. Je voudrais insister sur la participation active des DST à tous les niveaux du processus. Avec ce nouveau partenariat, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué entend être plus performante. Autre actualité ce soir, les officiers des droits humains recrutés au profit de la Commission béninoise des droits de l'homme sont en formation grâce au projet Advancing Rights in Benin. Ces ressources pourront apporter leur pierre à l'édifice dans la bataille de protection des populations. Patrick Ayadji et Evari Zoman. Ils sont recrutés et suivent ici une formation pour protéger les populations contre la violation de leurs droits. Et pour gagner ce pari, ces nouveaux officiers des droits de l'homme doivent s'imprégner religieusement des notions à eux enseignées. Se rapprocher des populations, c'est ce que nous avons décidé de faire en vous recrutant. Et aujourd'hui, en décidant de vous former en tant qu'officier des droits de l'homme, pour établir cette passerelle entre les citoyens. Progressivement, selon nos moyens, nous comptons être présents dans les 545 arrondissements. La particularité de ce projet sera aider la Commission à aller au-delà de son rôle d'information et de promotion des droits de l'homme. Le projet permettra à la Commission de passer la main aux acteurs du système judiciaire pour accompagner les victimes dont les dossiers seront jugés légitimes. L'importance de l'éducation aux droits humains, en fait, est très importante parce que la justice doit être accessible aux populations et ces officiers de droits de l'homme vont s'engager auprès de la société civile et de la population pour faire connaître la mission de la Commission. La présente formation va permettre à ces officiers des droits de l'homme de mieux cerner la mission d'une institution des droits humains, les techniques d'identification de violations et d'atteinte aux droits de l'homme, le tout enrichi par des exercices de simulation pour joindre la théorie à la pratique. Eh bien, plusieurs pharmacies ont vu leurs portes fermées à Cotonou par les éléments de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Ce n'était pas pour la commercialisation de faux médicaments, mais plutôt pour le non-respect d'une exigence déontologique. Le directeur général de cette agence était l'invité de l'émission 5 sur 7 matin. En voici un extrait de sa présentation que nous propose ici Jean-Claude James. Nous avons depuis un certain temps constaté l'absence des pharmaciens dans leurs officines et donc cette pratique qui n'est pas conforme à la réglementation ni à la déontologie donc de la profession nous a interpellés et donc nous nous sommes rendus dans ces pharmacies pour justement constater les faits et prendre les décisions qui s'imposent. En fait, la loi nous parle déjà de ce qu'on appelle l'exercice personnel de la profession. Donc quand on est pharmacien, quand on a une officine, on est tenu d'exercer, donc d'être là, d'accompagner le patient parce que dans les tests pharmaceutiques, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de dispensation et ces bonnes pratiques permettent justement aux pharmaciens de dispenser le bon médicament au bon moment, à la bonne dose, avec tout l'accompagnement qu'il faut, les conseils qu'il faut, les moments de prise, les effets indésirables auxquels le patient qui prend les médicaments pourrait être confronté, etc., etc. Donc cette plus-value nécessite justement la présence du pharmacien dans son officine. C'est des pharmacies ciblées, des pharmacies sur lesquelles nous nous sommes renseignés bien à l'avance. Donc c'est 30 pharmacies qui ont été inspectées au total
et parmi les 30, nous en avons fermé 13. Ici, il y a eu des amendes qui ont été payées et il y a aussi d'autres conditions qui ont été exigées. Donc les pharmacies qui ont satisfait ces conditions ont été réouvertes. Éviter donc de se faire reprendre pour une deuxième fois, parce que là, ça va être quand même très difficile. Exhorter davantage nos confrères et consoeurs à l'exercice personnel, parce que c'est un devoir. Et dire, ils le savent déjà, leur dire davantage que les populations attendent de voir leur pharmacien plutôt présent pour les accompagner, pour les conseiller dans la prise de leur traitement. Voilà le programme de la vaccination qui se renforce au Bénin. Le ministre de la Santé a procédé au lancement officiel de l'introduction du vaccin contre la méningite dans le programme élargi de vaccination de routine. La cérémonie a eu lieu ce mardi au CNHU Mel à Cotonou. Génial Afoda Monsi Aboka et Bénédicte Posso pour le reportage. C'est le premier enfant à recevoir le vaccin MENAFRIVAC MENA au Bénin. Il s'agit du nouveau vaccin anti-méningite introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. L'événement qui nous réunit ce jour marque une étape essentielle dans le programme élargi de vaccination PEV du Bénin, à savoir la protection des enfants de moins d'1 an par l'administration du vaccin contre les infections à méningocoque A, portant à 12 le nombre de maladies contre lesquelles nos enfants seront désormais protégés dès leur tendre enfance. Le Bénin prend donc ce jour une décision salutaire de protéger désormais tous les enfants de moins d'1 an contre la méningite à méningocoque A. Le vaccin MENA concerne tous les enfants de 9 mois et plus. Environ une personne sur 10 atteinte de ce type de méningite en meurt. Et une personne sur 5 présente de complications graves. La vaccination qui confère une protection durable est le moyen le plus efficace de réduire la charge et d'atténuer les conséquences de la méningite. Il s'agit donc d'un événement majeur qui contribuera à l'élimination de la méningite à méningocoque A au Bénin. L'administration du vaccin MENA se fait à partir de 9 mois en dose unique, simultanément avec le vaccin contre la rougeole, rubéole et le vaccin contre la fièvre jaune. Le vaccin MENA est gratuit. Il est accessible dans tous les centres de vaccination. Et on parle de ce recensement dans le secteur agricole. Le Bénin dispose désormais d'une base de données fiable en matière agricole. C'est le résultat du premier recensement national de l'agriculture. Ces données statistiques ont été présentées au grand public. Le point avec William Choki. Une opération fastidieuse mais fondamentale. Elle aura mobilisé plus de 10 000 agents pour la cartographie et la collecte des données. Ils ont parcouru tout le territoire et dans les moindres détails. Aujourd'hui, le recensement national de l'agriculture livre son verdict. La population agricole, c'est plus de la moitié de la population béninoise. C'est un fait important à souligner. C'est aussi des ménages de grande taille et aussi c'est la présence énorme de femmes en termes d'actifs agricoles. C'est des éléments assez édifiants. Des données chiffrées du monde rural, plus que nécessaire à toute bonne planification pour ce secteur clé de l'économie nationale. Depuis plus de 3 ans, la Commission nationale de supervision, que j'ai l'insigne honneur de présider, le Comité technique national, le Bureau central et les comités départementaux ont reçu mandat de conduire à terme le premier recensement de l'agriculture jamais réalisé dans notre pays. Le recensement national de l'agriculture révèle le vrai visage du secteur agricole. Il met en lumière des informations jamais soupçonnées par le passé. Une opération coordonnée aussi par les experts du Fonds mondial pour l'alimentation. Ils approuvent la qualité des données recueillies. Le gouvernement et ses partenaires ont à leur disposition un grenier d'informations fiables pour orienter les politiques, les stratégies et les programmes de développement du secteur agricole national. Cette œuvre contribuera donc à mieux évaluer la richesse nationale imputable au secteur agricole et à fournir des données fiables
à l'élaboration des politiques de développement agricole et les indicateurs sur les conditions de vie d'une grande partie des ménages de notre pays. Décideurs, chercheurs et scientifiques disposent désormais d'une bonne base de données, des données pour mieux orienter les actions en direction du secteur agricole, une opération d'envergure menée sur fonds propres du budget national. Et dans le reste de l'actualité, le contrôle de gestion des structures administratives se renforce au Bénin. La cérémonie d'ouverture officielle du comité interministériel d'audit interne a eu lieu ce mardi 25 janvier. Le compte-rendu de Ézéchiel Jaco présenté par Rodrigue Babagüeto. C'est le ministère de l'Intérieur qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale de la mission du CMAI, le comité ministériel d'audit interne. Un comité mis en place pour assurer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des départements ministériels. Il s'agit par ce dispositif d'obtenir des acteurs actuels et futurs de la vie publique, des comportements administratifs et financiers vertueux, en créant un contexte et un système de contrôle et de dissuasion incitant ou conduisant à la bonne gestion des entités et des services publics. Le comité ministériel d'audit interne CMAI est une réforme très chère au gouvernement en place. L'exécutif s'engage ainsi à garder un œil sur les opérations des différentes structures administratives. Au cours de la présente session, vous aurez entre autres à étudier et valider la politique d'audit interne du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la charte du comité ministériel d'audit interne, la charte d'audit interne de l'inspection générale du ministère, le programme d'assurance et d'amélioration qualité de l'audit interne. Les travaux de la mission du CMAI sont prévus pour accoucher à la fin de plusieurs recommandations. Ces recommandations vont apporter un nouveau visage à l'administration béninoise. Et on parle football féminin. La mairie de Lokossa remet officiellement le site qui va abriter la première académie de football féminin à la Fédération béninoise de football. C'était au détour d'une cérémonie sobre tenue dans la Cité de l'Espérance avec la participation du président Marturin, Deschacus, Patrick Ayadji et Évariste Zomao. Nous en parle. C'est un geste symbolique mais vital dans l'opérationnalisation de l'érection de l'Académie de football féminin au Bénin. Lokossa offre un domaine de 10 hectares pour un ambitieux projet de formation à la base, la création d'un centre de référence d'envergure sous-régionale au Bénin. Ce joyau que nous allons bâtir ici à Lokossa sera le seul complexe études football de la sous-région. Donc c'est un projet qui sera vraiment d'une dimension énorme. Les filles du Togo, du Nigeria peuvent venir ici étudier et apprendre le football au Bénin à Lokossa. Lokossa a été choisi pour plusieurs raisons. D'abord, le Mono est le centre où il y a trop de Vino-Mengon. C'est le Mono. Et c'est dans cette optique que j'ai dit, pourquoi ne pas mettre ce centre études, ce n'est pas seulement études à l'école. Même si la fille est couturière, elle peut être logée ici et apprendre le football. Si elle a des talents, il n'y a pas de réussite dans la vie sans la formation. Non seulement par la motivation du choix de Lokossa vient répondre à cette attente très énorme dans le département. Je voudrais vous dire merci, Monsieur le Président. Merci et vous promettez et m'engager que le département du Mono, que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, s'impliquera avec le maire afin que tout ce que relève de notre responsabilité soit fait pour accompagner l'opérationnalisation de ce joyau. Ce vaste domaine situé à Adjakome, derrière la prison civile de Lokossa, aura le privilège d'incarner le futur du football féminin sur le continent. Une noble ambition qui a poussé le chef de l'État, Patrice Talon, à soutenir le projet à hauteur de 1,2 milliard francs CFA en attendant l'autre grand geste de la FIFA. Eh bien, en interactualité de ce jour nous amène en Libye, au Sénégal et au Mali, où la demande de retrait des soldats danois survient en plein bras de fer entre la junte et une partie de la communauté internationale. Le point avec Ariel Metahou et Marcel Arossi.
Au Mali, la junte au pouvoir a demandé lundi au Danemark de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment pour participer au groupement européen de forces spéciales Takuba initié par la France. Le gouvernement malien, dominé par les militaires, indique dans un communiqué lu à la télévision nationale et publié sur les réseaux sociaux que ce déploiement est intervenu sans son consentement. Le Danemark a annoncé la semaine dernière l'arrivée au Mali de 90 hommes, majoritairement des soldats d'élite et des chirurgiens militaires censés participer au sein de Takuba à la protection des civils contre les djihadistes dans la zone dite des 3 frontières. La demande de retrait de ce contingent danois survient en plein bras de fer entre la junte et une partie de la communauté internationale qui entend la voir tenir son engagement à rendre le pouvoir aux civils dans un avenir proche. Au Sénégal, l'opposant Barthélémy Dias remporte la mairie de Dakar. Les résultats provisoires publiés par les médias locaux le présentent comme vainqueur. Alors que la majorité présidentielle peine à s'affirmer dans les urnes, Barthélémy Dias a fêté sa réussite dans les rues de Dakar. Dimanche soir, l'Alliance au pouvoir a reconnu dans un communiqué avoir trébuché dans des villes clés. Pour certains analystes, le vote du 24 janvier est un test décisif pour le soutien au président Macky Sall que l'opposition soupçonne de préparer une candidature pour un 3e mandat présidentiel. En Libye, les candidats à la présidentielle réclament des élections au plus vite. Le report du scrutin du 24 décembre a fait planer l'incertitude sur la suite du processus de paix, faisant craindre que la Libye ne sombre dans un nouveau cycle de violence après plus d'1 an de calme relatif. Le vote prévu était le pivot des efforts de paix internationaux et les principales puissances régionales et internationales ont fait pression pendant des mois pour qu'il ait lieu comme prévu. Et on boucle par les échos de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a obtenu son ticket pour les quarts de finale en s'imposant face au Cap-Vert. Le Maroc a dominé le Malawi. Le Maroc aussi obtient son ticket pour les quarts de finale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.